Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve pour notre numéro 77. Et je vous l'ai dit, une découverte un petit peu particulière parce que, oui, on a assemblé notre figurine la semaine passée. Mais oui, découverte de notre deuxième grappe de garde Dracorage. Et comme la semaine passée, on peut le voir, on découvre quand même pas mal de choses là. On a une jolie grappe, franchement, avec, c'est ce que je disais. Donc on a le corps de notre deuxième dragon, les ailes bien évidemment, mais aussi d'autres boucliers, encore d'autres têtes pour notre dragon, encore d'autres têtes pour notre cavalier, deux épées, 3 épées cette fois-ci, dont une enflammée, elle est vraiment très belle cette épée enflammée. Et encore une lance, ce qui nous fait quand même 3 lances au total, 4 épées, là on a 4 boucliers au total aussi, on a une tête là, est-ce qu'on en a une autre sur celle-ci? Non, je crois qu'on a 3 têtes au total, ce qui commence à être déjà pas mal. On a pas mal de corps aussi, j'ai l'impression qu'on a... Ouais, c'est... Le montage va être sympa. Le montage va être sympa parce que je pense qu'on a plusieurs possibilités. Ça a mérité d'aller voir notre site fétiche, vous savez, buildinstructions.com, pour voir exactement tout ce que l'on peut faire. On passe bien sûr à la découverte donc, de notre fascicule qui est un petit peu plus fourni que la semaine passée, avec la fin de la chronique numéro 2, qui est la chronique Venin, que nous lirons potentiellement tout à l'heure, mais aussi l'anatomie d'un Troggoth, et oui, mon grand regret qui est l'anatomie des Troggoth, donc encore une fois rédigé par l'érudit Hermann Splott. Mon grand regret, me voici obligé de décrire une nouvelle créature incompréhensible, sans doute conçue par un dieu aviné. Ces ignobles monstres n'ont d'autres objets évidents que de susciter un immense agacement chez les sages et les érudits. Les ravages du temps pèsent lourdement sur mon esprit, et même si je demeure capable de mettre mon expérience au service de notre grande cause, je veille à axer une partie de mes recherches sur nos ennemis. Et quand vous voyez la tronche du truc, les Troggoth se trouvent dans de nombreux lieux, mais surtout dans des grottes, l'environnement auquel ils semblent le mieux adaptés. Cependant, on peut les apercevoir dans d'autres endroits particulièrement repoussants, comme les marais qui parsèment les royaumes mortels. Ces créatures ont des dents régulières mais très pointues. Puisque les Troggoth ne sont ni des animaux, ni des minéraux, et encore moins des légumes, alors ils sont peut-être le fruit d'un rêve enfiévré. Peut-être viennent-ils de mon imagination, associés à l'ingurgitation d'un puissant breuvage à base de champignons. Peut-être qu'en reprenant de cette potion, je serai à même de trancher cette question, une fois pour toutes. C'est pas mal ça. Ils sont un peu de tout, quoi. Évidemment, dans ce numéro, on va pouvoir donner vie un petit peu, on va personnifier nos gardes Dracorage, on le sait, contempler les cieux, votre mort est proche, avec le pacte Draconis, qui est une alliance formelle entre Krondys, fils de Dracothion, et Karazai, le balafré, et Sigmar. Les Draconites honorent ce pacte en combattant aux côtés des guerriers des dieux rois. Certains Draconites sont si proches de leurs alliés humains qu'ils sont prêts à transporter quelques guerriers sur leur dos, formant ainsi la redoutable garde Dracorage. Et c'est vrai, c'est ça qui est cool. Et puis on va pouvoir aussi personnifier nos champions d'Akshi, si on veut faire en sorte que nos personnages viennent d'Akshi, leur donnant origine à nos unités, aux créatures, etc. Dans la vidéo de peinture, car oui, cette semaine il y a une bonne vidéo de peinture, on découvrira comment améliorer notre Sloggoth des marais, comment le finir, et puis comment finir aussi d'autres éléments, des touches finales pour les lampes, les capes, les bannières, mais aussi l'esprit de Durtu, pourquoi pas. Et puis on a un triptyque, alors que j'ai appelé un petit peu particulier, c'est un triptyque en effet, des techniques de base en fait, c'est un triptyque qui reprend toutes les techniques. Alors on le verra évidemment pendant la vidéo spécifique, mais je trouve qu'il arrive très tard dans la collection pour ce qu'il représente et pour ce qu'il est en fait. Parce que vous verrez, on va pas apprendre grand chose, ça aurait été mieux qu'on l'ait dès le départ. Enfin bon. Et puis bien sûr, on finira la semaine avec la vidéo de règles, avec plan de bataille numéro 7, les lignes coupées, qui on découvrira ça donc dans la vidéo spécifique bien évidemment, avec toujours attention, n'oubliez pas le butin de guerre. Je vous rappelle qu'il est
et qu'il sera utile pour notre numéro 80. En ce qui concerne la chronique venin, eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire, installez-vous, prenez le temps, allez vous chercher un petit thé, un petit chocolat, et puis installez-vous dans votre fauteuil. Venin. Aliriav Vif-Vent a peut-être repoussé les Auruks, mais que sont-ils devenus après sa reforge ? Alors qu'elle s'entraîne en Azir pour sa prochaine mission, Gomrog Bouffe-Cité doit relever ses propres défis. Dans ce premier épisode d'un nouveau feuilleton, suivez la guerre pour Gur du point de vue bestial des Cruel Boys. Ceci était l'introduction de notre chronique numéro 2, Venin donc. Deux choses faisaient enrager Gomrog Bouffe-Cité. La première venait de le défigurer en se transformant en un trait de foudre avant de traverser les cieux vers Azir. La seconde était le pari qu'il avait perdu. « C'est de la triche, de la triche !» criait le Bosquitu en direction du ciel impassible. Être brûlé, c'était une chose, mais maintenant Gomrog était dans le pétrin. Le pari avait semblé si facile quand Scumdrake l'avait lancé. « Remplis 10 chariots de butin, avait-il déclaré. Et je t'en donnerai 10 de plus. Sinon, je récupère le trésor, tes boys et toi. Je te dirai même où passera la prochaine caravane des hommes. » Comment résister pour un Bosquitu expérimenté comme Gomrog ? 10 chariots était un jeu d'enfant. Mais bien sûr, Scumdrake n'avait pas précisé que le convoi serait protégé par des éternels de l'orage, les guerriers immortels du dieu de la tempête. Gomrog porta une main à ses traits ravagés par la foudre. Il n'avait pas perdu que sa récompense. « Elle est où votre gueule, boss ?» Kuna Gitsnich, le grotte surinaire de l'énorme Uruk. Gitsnich était récemment devenu le fidèle garde du Bosquitu, et il ne maîtrisait pas encore les règles sur l'interdiction de répliquer. Snick, son prédécesseur, lui manquait déjà, et il regrettait presque d'avoir utilisé l'avorton pour se protéger un peu de l'éclair de l'éternel de l'orage. Gomrog envisagea de répondre par un acte d'une violence odieuse, mais se retint. L'air résonnait du son des corps de guerre humains. Les Cruel Boys avaient repoussé les guerriers de Sigmar avec une efficacité brutale. Il ne restait plus un seul éternel en vie, mais leur sacrifice avait fait gagner une avance précieuse au reste de la caravane. Le Bosquitu n'aimait pas les combats loyaux, et s'il perdait son temps à rester là pour discipliner les grottes, il y serait obligé. Alors, d'un cri guttural, il donna l'ordre de se replier. « Vous pensez qu'ils vont nous suivre, boss ?» demanda Gitsnich. « J'espère bien, » grogna Gomrog. Les Cruel Boys connaissaient bien les routes sinueuses de cette région. Quiconque espérait traduire les Auruks en justice traverserait un territoire impitoyable et parsemé de pièges. Finalement, les Auruks retrouvèrent leur camp, un bastion de ferraille entouré de fosses hérissées de pics où les morts dépouillés de leurs biens étaient entassés en amas nauséabonds. Gomrog ordonna à ses boys de se mettre en formation et estima le butin du raid. Le Slogot et les chariots étaient chargés de trésors à troquer, d'armes brisées prêtes à prendre de nouvelles formes sauvages. Peut-être que ça suffirait. Peut-être pourrait-il rançonner des clans guerriers plus faibles dans les environs. Peut-être pourrait-il gagner le pari. Scumdrake était occupé par ses propres pillages. Gomrog avait probablement des jours, voire des semaines devant lui. Gomrog était si absorbé par ses comptes qu'il remarqua à peine l'énorme masse qui se dirigeait vers lui. Même lorsque Gitsnich lui tira la jambe pour l'inciter à se retourner, puis une haleine bestiale réchauffa l'air autour de lui et il comprit que le temps était écoulé. Le Bosquitu se retourna lentement. Derrière lui se tenait un personnage imposant en armure corrodée, monté sur une bête faucarde terrifiante. Tous les Auruks connaissaient l'individu que Gomrog espérait ne pas voir. Le Vasobos Scumdrake leva sa visière rouillée et esquissa un sourire dévoilant ses dents jaunes. « Et si on parlait de ce pari ?» Gomrog ignorait s'il était l'Auruk le plus malin qu'il ait jamais existé ou s'il était sur le point de souffrir d'une manière inimaginable. Lorsqu'il était rentré au camp et qu'il avait aperçu Scumdrake, il s'était dit qu'il était trop tard. Mais Bouffe-Cité n'était pas devenu chef en abandonnant quand il était dos au mur. Non, Gomrog était arrivé là grâce à sa ténacité, sa détermination et ses mensonges infâmes. Il narra donc à Scumdrake une bataille épique contre Sigmar lui-même. Certes, Scumdrake avait semblé un peu sceptique, mais l'ire du Vasobos avait été apaisé par l'histoire de la guerrière dorée qui avait défié Gomrog et avait brûlé le Bosquitu avec sa foudre sacrée. « D'accord, dit Scumdrake.
Je sais que tu me mens, ça me plaît. C'est un mensonge divertissant, et je pense que tu dis vrai pour cette cicatrice au moins. Il se pourrait que tu puisses encore m'être utile pour autre chose que du combat de fosse. Gulmrock s'autorisa un instant d'espoir, il allait peut-être s'en tirer. Je vais quand même garder ton butin, et je prendrai aussi ta forteresse. Scrumdrake huma l'air vicié des marais et observa les flèches déchiquetées, incrustées de crasse nauséabonde et de sang séché. On est bien ici, poursuit-il. Tu peux garder les meilleurs gars, j'ai pas envie que l'un d'entre eux me tranche la gorge pendant mon séjour. Gulmrock se redressa de toute sa hauteur, sa main se crispant sur sa hache, puis décida d'ignorer l'insulte. Il ne pouvait pas défier Scumdrake. Pas ici, du moins, peut-être plus tard. Tu vas retrouver la foudroyeuse qui t'a brûlé et tu vas me la ramener. Fais ça, et je te rendrai ton matos. Si j'apprends que tu t'es barré, je te traquerai. Je vais m'amuser d'une manière ou d'une autre. Gulmrock acquiesça, feignant l'obéissance. Une forme de plan s'échafaudait dans son esprit. Il voulait toujours se venger de cet éternel et il était difficile d'imaginer une meilleure revanche que de livrer quelqu'un à Scumdrake. La guerrière s'était révélée coriace et rusée. Elle pourrait bien en remonter au vieux Vasobos. Avec de la chance, la fille de Sigmar pourrait être la solution à beaucoup de ses problèmes. Les deux chefs se saluèrent à la manière traditionnelle des Uruk en se serrant la main jusqu'à ce que l'autre demande grâce. Scumdrake gagna, mais de justesse. Gulmrock partit avec ses plus fidèles guerriers, histoire de ne dormir qu'avec un œil ouvert au lieu des deux. L'ambiance était morose lorsqu'ils quittèrent le camp. Scumdrake avait déjà annoncé qu'il comptait changer les choses, et s'était assuré de crier plusieurs insultes particulièrement vexantes alors que la bande du boss qui tue se mettait en route. Dès qu'il fut à bonne distance du camp, Boufcité se mit à planifier. Bon, les gars, faut retrouver l'Éternel. On n'a pas assez d'Uruk, on connaît pas la route d'Azir, et la dernière fois qu'on l'a affrontée, elle m'a grugé. Alors vous savez ce qu'on va faire? Les guerriers de Boufcité levèrent leurs armes rouillées vers le ciel et poussèrent un hurlement guttural. « On va tricher !» Gulmrock acquiesça. Il avait encore plein de tours dans son sac, et il allait commencer par l'une de ses préférées. « C'est quoi le plan, boss ?» demanda Gitsnich. Comme toujours, le grotte-surineur posait plein de questions. Gulmrock décida de répondre. Il aimait bien se vanter de ses machinations. « On va avoir un peu d'aide. Il y a des grottes dans le coin. Des marrants, mais pas comme vous. Ceux-là respectent rien. La lune les rend cinglés, mais ils sont rusés quand même. On va en trouver un, on va le piéger pour qu'il nous montre où vivent ses copains, et après on va les arnaquer pour qu'ils fassent le boulot à notre place. Nous, on n'aura qu'à regarder le spectacle. » Gulmrock demanda à ses guerriers de s'enduire de boue nauséabonde, leur assurant ainsi un camouflage parfait et empêchant les plantes les plus affamées de les manger. Malgré cela, lorsqu'il se retrouva allongé au milieu des lierres étrangleurs, il dut régulièrement le couper avec sa hache pour le tenir à distance. Gulmrock finit par repérer sa proie, une petite silhouette vêtue d'une robe sombre se faufilait dans la végétation fourrageant dans la terre. On ne distinguait pas son visage, seulement des mains vertes noueuses et des yeux rouges étincelants sous sa capuche. Le boss qui tue émit un cliquetis avec sa langue et sa bande passa à l'action. Ils encerclèrent le grotte dans un mur d'acier rouillé et de muscles verts, avant même qu'il ne puisse réagir. « Décerné !» gronda le boss qui tue. L'air hagard, le grotte se retourna face à Boufcité. S'il était intimidé, il ne le montrait pas. « Vraiment ?» demanda l'avorton, sans paraître vraiment apeuré. Gulmrock saisit le grotte par la robe et le retourna. « Écoute bien, boya-t-il. On veut savoir où tu vis. » Le nabo lui adressa un regard vide. Boufcité entendit une branche craquer derrière lui, et il comprit alors qu'il n'était peut-être pas aussi malin qu'il le croyait. « Zetsarné, ricana le grotte. » Des dizaines d'yeux rouges brillaient dans l'obscurité, et des fers de lance dépassaient des ténèbres. Gulmrock avait trouvé les villes du fil obscur. Gitsnich tapota les côtes de Boufcité. Boss, ça fait partie du plan ?» Enchaîné, Gulmrock observait les alentours. Il se trouvait dans le repère des villes du fil obscur. Certains de ses boys avaient déjà disparu et ils entendaient leurs cris résonner dans les tunnels humides, en même temps que les rires cruels des grottes et les aboiements des squigs. Gitsnich avait été laissé libre par respect des villes pour un cousin. Si ça fait partie du plan, bien sûr, ces grottes se font exactement ce que je voulais. Gulmrock était un boss qui tue après tout. Il avait connu des situations bien pires et s'en était sorti. Pourtant, en écoutant son garde Lune Clan, il se demandait s'il n'avait pas fait une erreur.
Les villes étaient très rusés. Ils n'étaient pas grands, mais ils étaient aussi sournois que n'importe quel cruel boys, et ils n'étaient pas à poignarder dans le dos. Le problème, avec les villes du fil obscur, c'est qu'ils ne pensaient pas comme les autres créatures des royaumes mortels. Les geôliers de Golmrog étaient en robe noire, armés d'arcs et de bâtons. Ils entreprirent de pousser Bouffe Cité dans un tunnel. Golmrog demanda où ils allaient. « Vers la salle du trône », couina l'un des villes. C'était une bonne chose. Chez les Grottes et les Auruks, le meilleur moyen de négocier était de passer par le chef. Certes, le Bosquitu n'avait pas prévu qu'on lui prenne ses armes, ni de se retrouver à une telle profondeur, mais s'il parvenait à se frayer un chemin à travers les gardes, il était désormais au cœur de la planque. Il entendait des centaines de grottes jacasser dans des corridors sombres, et le chemin sinueux qu'ils avaient emprunté était trop déroutant pour que même la ruse diabolique de Golmrog en repère le tracé. Bouffe Cité se laissa donc entraîner par les grottes. Lorsqu'on l'avait emmené, il avait parlé d'un roi. Golmrog s'attendait à ce que ce roi ne soit qu'un avorton coiffé d'un chapeau volé. Les villes étaient aussi enclins à l'autosatisfaction que n'importe quel Auruk. Un roi autoproclamé serait facile à manipuler. Tout comme le Bosquitu avait inventé une histoire pour Scumdrake, il en inventerait une pour ce grotte. Il tromperait le ville du fil obscur pour qu'il livre les combats difficiles à sa place, puis, une fois le mouvement venu, il les utiliserait pour éliminer Scumdrake. Golmrog, Gitsnitch et les grottes arrivèrent enfin dans une caverne voûtée. Des champignons étranges scintillaient sur les murs, baignant les lieux d'une lumière verte inquiétante. Bouffe Cité sentit un étrange craquement sous ses pieds et baissa les yeux. Des centaines d'insectes grouillaient sur le sol tel un horrible tapis vivant. Au loin, une silhouette sombre se dessinait, un trône taillé dans un stalagmite immense. À ses pieds, un personnage vêtu d'une armure de plaques jaunes arborait un étrange masque de lune. Un louve-boss. Golmrog héla l'individu. « Hé, t'es le roi, c'est ça, hein ? J'ai une bonne affaire pour toi. » Le louve-boss regarda Golmrog et éclata d'un petit rire guttural. Les grottes encerclant Bouffe Cité se joignirent à lui, ainsi que Gitsnitch qui ignorait totalement ce qui se passait, mais qui détestait être exclu d'une bonne blague. « Je ne suis pas roi ici, grogna le louve-boss, et je ne suis pas idiot non plus, alors trêve de blabla. »« Attends !» répondit Golmrog, perplexe. « C'était pas roi. Qui c'est ?» Soudain, tous les villes tombèrent à genoux. Un visage noueux surgit de l'obscurité du trône de pierre. Un visage de grotte que même les heureux craignaient. La face décharnée et cruelle de Skragrott, le roi Louf. « Très bien, donna Skragrott, sa voix résonnant dans la caverne. « Écoutons tes mensonges, s'il me plaise, je t'épargnerai peut-être. » Golmrog Bouffe Cité déglutit puis commença à parler. Le Bosquitu se tenait devant Skragrott, le roi Louf. Le grotte le toisa avec un sourire méprisant. « Ô grand roi !» commença Golmrog, les mots lui grattant la gorge comme un squig mal cuit. « J'ai décidé d'aider votre caverne. » En quête d'inspiration, il observa la grotte constellée de champignons. « J'ai décidé d'aider votre magnificence fongique, reprit-il. Skragrott sembla satisfait de la déférence et de la gêne évidente de l'Auruk. Bouffe Cité poursuivit. « Je suis venu pour vous offrir le secret d'un breuvage fongique concocté par... »« Mensonge !» hurla le roi Louf. Des rires fusèrent de la grotte. « Je viens vous avertir d'une grande menace, » tenta Golmrog. « Mensonge !» Le Bosquitu se sentit désemparé. Comment allait-il s'en sortir en mentant si on le coupait dans ses salades ? Après un moment de réflexion, il commit l'impensable. Il dit la vérité jusqu'au dernier mot, sur son pari et son échec embarrassant. Un tonnerre de ricanements parcourut la grotte, et les grottes s'avancèrent suspendues à ses lèvres. « Mensonge !» cria de nouveau Skragrott. « Mais plutôt distrayant », ajouta-t-il, penchant la tête sur le côté. Bouffe Cité éprouva un sentiment de soulagement et de satisfaction. Il ne lui arrivait pas souvent de confondre son adversaire en lui disant la vérité. Quoi qu'il en soit, il avait pris l'avantage. Enfin, si on ne tenait pas compte du fait qu'il était enchaîné. « Vu comme t'es marrant, poursuivit le roi Louf de sa voix rocailleuse, je t'autorise à devenir notre bouffon en chef. C'est peut-être comme ça qu'on se souviendra de toi dans les années à venir. » Golmrog remarqua que la foule reculait vers les parois de la caverne, les laissant, Gitsnitch et lui, dans un cercle vide qui s'élargissait rapidement.
Soudain, une demi-douzaine de troueurs surgit dans la caverne. Ils restèrent près des murs, le plus loin possible du cercle, sans en sortir complètement. Une seconde plus tard, Loruk comprit pourquoi. Dans une série de chocs sourds, l'un des grottes les plus fongiques que le Bosquitu ait jamais vu fit une entrée fracassante. Il tenait une chaîne attachée à une énorme boulet. C'était un crabouilleur fanatique, qui tantôt faisait tourner son arme, tantôt tourbillonnait autour d'elle, selon une trajectoire aléatoire vraisemblablement vers lui, quoi. Près des pieds de Boufcité, la voix inquiète de Gitsnich se fit entendre. Boss ?» Le grand Uruk ne répondit pas, mais ramasse le petit grotte et ramena son bras en arrière. « Passe longue, boss !» s'exclama joyeusement Gitsnich, et il fut catapulté vers le crabouilleur. Les deux grottes se percutèrent dans un fracas colossal. Gitsnich répondit douloureusement, mais le fanatique fit l'erreur de lâcher sa chaîne, et son élan le projeta contre le mur de la caverne avec un bruit horrible. Un autre vil bondit dans le cercle, traînant un squig au bout d'une corde. Et la bête se montrant trop réticente, son maître dut tourner le dos à Golmrog, pour tirer à deux mains sur la longe. Loruk s'approcha du duo, il fit s'entrechoquer ses menottes rouillées, puis les écrasa sur la tête du berger squig. Sous le coup, le bonnet pointu du grotte s'aplatit, et les fers provoquèrent un craquement humide. Alors que l'avorton s'effondrait, Gitsnich trottina jusqu'à lui et lui donna un furieux coup de pied dans le tibia, brandissant son surin au-dessus de sa tête en signe de triomphe. Devant la mort de son berger, le squig cessa soudain de résister, et il s'élança vers le Bosquitu. Golmrog le piétina, et il s'écrasa avec une étrange aboiement, puis reprit instantanément sa forme, et lui mordit la cheville. Boufcité le repoussa d'un coup de pied et se dirigea vers les troueurs. Ceux-ci s'enfuirent immédiatement terrorisés, bousculant leurs congénères au passage. Légèrement essoufflé, Loruk se retrouva seul au centre de la caverne. Il fixa les grottes, mais nul n'osait le regarder. Au contraire, tous les yeux étaient rivés sur Skragrott. Le roi Louf rapprocha lentement ses mains et applaudit. Immédiatement, l'assemblée se joignit à lui, criant en tapant du pied. « Très divertissant !» ricana Skragrott par-dessus la cohue qui s'affaiblissait. « Et maintenant, un cadeau, une récompense pour le spectacle. » Un grotte minuscule se dandina vers Loruk, stupéfait, et lui tendit une petite fiole. Golmrog pouvait pratiquement voir la mort scintiller à l'intérieur, lorsqu'il la tourna doucement sous la faible lueur de la caverne. Un poison mortel, ce serait très utile. Le roi Louf lui adressa un signe de tête entendu, tandis que Boufcité continuait de contempler son cadeau avec avidité. Puis, Skragrott reprit la parole. « Partez maintenant !» Les semaines n'avaient pas été tendres avec Golmrog, mais en tant que Bosquitu sans wag à commander, il avait de la chance d'être encore en vie. Un grand nombre d'Oruks dans sa situation étaient morts et oubliés quelques jours après avoir perdu leur statut. Ses armes étaient en piteux état, et la couche de sang frais qui recouvrait normalement ses lames avait disparu. Ses habits étaient plus déchirés que d'habitude, et l'éclat de ruse commençait à quitter ses yeux. Il s'était efforcé de s'occuper, se livrant à quelques actes de brigandage et de meurtre. Il avait même tenté de décimer les habitants d'un petit village, mais ce n'était pas la même chose. S'en charger lui-même lui faisait l'effet d'une corvée. Et il regrettait l'époque où il avait une wag. Clairement, Golmrog était un Uruk sur le déclin. La seule chose qui le faisait tenir entre eux était la sensation de puissance croissante qu'il percevait dans les royaumes. Quelque part, au loin, ses semblables se battaient avec violence et fracas. Quand ils se rassemblaient en nombre suffisant et se mettaient à tout dévaster, une mystérieuse énergie émanait d'eux. C'était ce pouvoir que les chamans utilisaient pour leur magie, et même s'ils ne pouvaient pas le voir ni le manier, Golmrog le sentait quand il était assez fort. En fonction de ses déplacements, Golmrog sentait la puissance se renforcer ou s'affaiblir. Malgré l'imprécision de ses sens, il finit par trouver une porte de royaume à travers laquelle il sentait l'énergie s'intensifier. Il la traversa en se demandant ce qu'il se trouvait de l'autre côté. Son moral remonta en flèche en voyant les terres familières du Gur s'étirer devant lui. Des colonnes de pierre saillaient du sol telles des eaux. Au loin, des troupeaux chargeaient à travers les plaines et des oiseaux de proie gigantesques tournoyaient dans le ciel. Il était chez lui, la puissance était encore plus forte ici, et il se mit en route dans l'espoir de trouver de la compagnie, une bagarre ou les deux.
À mesure qu'il s'enfonçait dans les terres, Golmrog n'avait plus à miser sur son flair pour détecter des traces de l'énergie Wai. Les preuves d'une attaque Orruk étaient évidentes. Les terres étaient dévastées, les bâtiments renversés, les structures et les puits démolis à coups de pied, et de champs entiers brûlés. Il nota la présence de quelques corps Orruk parmi les nombreux cadavres humains et animaux, et restes des habitants du coin laissés aux charognards. Alors qu'il progressait, le paysage se dévoila en grand, et il repéra les flèches pâles d'une énorme cité humaine bâtie sur une petite colline. Golmrog se dirigea dans sa direction jusqu'au moment où il aperçut une grande agitation autour de ses murs. La ville était assiégée. À en juger l'odeur et les énormes machines de guerre branlantes, les assaillants étaient ses congénères. Peu de temps après, il arriva à la lisière de la horde Orruk et commença à se frayer un chemin dans la foule. « Hé, où tu crois aller comme ça, mon gros ?» l'interpelle une voix. Golmrog se garda de répondre directement, il n'était pas devenu un boss qui tue pour rien. « Et toi, pour qui tu te prends ?» beugla-t-il à la place. L'Orruk esquissa un rictus et sortit une lame acérée de sa ceinture. « Bah tu vas vite le savoir, riposta l'inconnu. Surtout si t'as rien d'autre que ces joujoux pour te battre. » ricanait-il en désignant la ceinture de Golmrog. « On dirait un kikoupri-kiki, comme ceux que portent les rocs. » dit Grotz. Les Orruk qui les entouraient partirent d'un rire gras, et le visage de Golmrog s'embrasa de colère. « Allez !» poursuivit son interlocuteur d'une voix mielleuse. « Trouve-toi du matos digne de ce nom dans l'arsenal de mes gars. » Il désigna un tas d'armes à proximité. « Ce sera pas drôle si je te tue pendant que tu manies ce vieux machin rouillé. » Golmrog ne répondit rien, mais son arme était en mauvais état. Alors il s'avança vers la pile et s'empara d'une épée à la lame dentelée. D'une main experte, il la fit tournoyer afin de tester son équilibre. C'était une bonne lame. Le dos tourné à son adversaire, il fouilla dans sa veste en cuir, moisie, et en sortit une minuscule fiole. Il la contempla pendant une seconde, et la lumière se refléta sur la surface, dévoilant l'ignoble liquide verdâtre à l'intérieur. C'est la fiole de poison que lui avait donnée Skragrott, le roi Louf. Peut-être était-ce l'occasion de s'en servir. Il la serra dans sa main, inutile de la gâcher tout de suite, alors qu'il n'avait pas encore testé la force de l'Orruk qu'il allait affronter. Il n'eut pas à attendre longtemps, car son adversaire se rua soudain sur lui en beuglant furieusement. L'attaquant abattit son épée sur Golmrog qui parla maladroitement, avant de riposter avec assez de violence pour repousser l'insolent. Les Orruk alentour se rapprochèrent et se mirent à brailler alors que les deux brutes s'affrontaient, des étincelles fusant quand leurs lames s'entrechoquaient. Golmrog combattait avec férocité, mais il se rendit compte avec horreur que son adversaire le surpassait. Pas de beaucoup, mais assez pour le vaincre. Chaque assaut était plus vif et plus violent que ses ripostes, et Golmrog se retrouva acculé. Il avait le poison, mais il ne lui servirait à rien tant qu'il ne pourrait pas porter un coup décisif. Soudain, une pensée glaça. Et si le poison n'en était pas un, et si ces horribles villes lui avaient fait une horrible blague? Toute sa détermination le quitta au moment même où l'autre Orruk abattait son épée et un dernier coup fatal, brisant la lame de Golmrog et ouvrant une profonde entaille dans sa jambe. Golmrog recula en boitillant, s'empara d'une arbalète sur la pile du matos, puis s'en alla en courant. Les Orruk les plus petits et les plus faibles le laissèrent passer, et même s'il entendit des cris et les bruits d'une poursuite en quelques minutes, il s'était fondu dans la foule. La colère et la déception pesaient sur lui, mais il n'osait pas rebrousser chemin. Au loin, il entendit le fracas d'un combat et s'approcha dans l'espoir de voir quelqu'un d'autre que lui prendre une bonne rouste. À sa grande surprise, il s'aperçut que ce n'était pas une bagarre entre Orruk, mais des orageux se frayant un chemin vers une des énormes machines de siège. Curieux, il devait bien se douter qu'il finirait empâté pour Squig, songea Golmrog. Il joua des coudes pour s'approcher, et effectivement, une poignée d'éternels de l'orage se faisait démolir par une horde d'Orruk. Chacun des stupides guerriers dorés valait plusieurs Orruk. Mais il n'y avait pas juste plusieurs Orruk, il y en avait des milliers, des dizaines de milliers même. Quelque chose dans cette scène lui était familier, mais Golmrog n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Soudain il comprit, cette chef aux plumes ridicules, c'était elle qui avait tout déclenché, en faisant rater son pari avec Scumdrake. Une rage incandescente monta en lui, et il épaula son arbalète, l'esprit submergé par un désir de revanche. Grondant, il écrasa la fiole de poison sur la pointe du carreau, visa et tira la sorageuse. Le projectile frappa sa cible avec un bruit métallique, la faisant tomber à la renverse. Elle porta la main à sa poitrine et tenta de dégager le carreau, mais en vain. Elle se leva,
s'attendant peut-être à encaisser cet unique projectile, mais elle chancela. Golmrog retint son souffle lorsqu'elle s'immobilisa, puis tituba en direction de l'immense baliste avant de s'effondrer contre le socle. Ce poison était parfait. Des étincelles jaillirent du corps de l'Éternel, et Golmrog leva un poing triomphant, au moment même où un coup de tonnerre assourdissant retentissait dans l'air. Une colonne de foudre bleutée descendit des cieux, et la guerrière, le centre de la machine de guerre ainsi que les Oruks à proximité furent réduits en miettes. Ce qui restait de l'engin vola en éclats lorsque la tension se relâcha soudain. Dans un fracas terrible, des morceaux de la taille d'un squig fusèrent de toutes parts, empalant et déchiquetant des bosses, des Oruks et des Grotz, ne laissant qu'un immense cratère au sol. Un murmure parcourut les Oruks survivants. « Vous avez vu ça ? Regardez ce qu'il a fait au boss Azrag, ou à cette orageuse. C'était génial !» Les brutes commencèrent à s'agglutiner autour de Golmrog, jouant des épaules pour se rapprocher. « Hé boss, qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda l'un d'eux. « Boss » appela un autre. Tandis qu'une foule verte l'encerclait, Golmrog n'entendait qu'un mot. « Boss, boss ». Il était redevenu un boss. Et un énorme sourire s'étira sur son visage, tandis qu'ils observaient ses troupes. « Venez les gars » rugit-il à sa nouvelle bande, savourant son exploit. « On a une cité à écrabouiller !» C'était donc la chronique numéro 2, Venin. J'espère que la découverte de ce fascicule et la découverte de cette chronique vous aura plu. En tout cas, je vous remercie encore de suivre toute cette aventure. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous dis à très vite pour nos prochaines vidéos. Et puis voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à plus. Allez, ciao. Bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.